formons des étudiants pour vous, les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, à mon sens, au moment où on parle de créer une administration territoriale, donc il est important que les universités aussi fournissent les vivriers, les ressources humaines capables de répondre à ce besoin des collectivités territoriales. Dans les années à venir, c'est sûr que l'État va travailler à beaucoup accompagner les collectivités territoriales en matière de ressources humaines capables de prendre en charge les problématiques dans les collectivités territoriales. Donc, il est important aussi que les universités suivent. Et c'est dans ce contexte que l'USN, depuis sa création, sa philosophie, était un peu sur la question de l'employabilité de nos apprenants. Donc c'est pour cela que cette formation a été proposée sur la base d'une enquête nationale qui a été réalisée et qui a permis de sortir 34 licences professionnalisantes à l'USN. Donc ces licences que vous voyez aujourd'hui, qui est une demande des collectivités territoriales. Voilà pourquoi on est amené à créer cette licence. Et voilà, je remercie encore une fois votre disponibilité à nous accompagner dans cette aventure parce que l'USN n'a que 3 ans. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil et le fait de nous accorder un peu de votre temps pour nous éclaircir quelques cours que nous avions déjà fait dans les salles. Mais avec vous, nous aurons beaucoup plus d'aperçus, beaucoup plus d'expérience par rapport aux cours que nous avions déjà fait. Donc, à la sortie de cette sortie, je pense que nous serions en mesure de comprendre beaucoup de choses sur le marketing territorial, la gestion des collectivités territoriales, le mode de recouvrement et tout ce qui va avec. C'est une commune donc qui développe également des activités économiques qui sont essentiellement agricoles. C'est une commune rurale. Il y a également de l'élevage, beaucoup de commerce avec son marché hebdomadaire qui est devenu presque sous-régional. Hein. Il y a également de l'artisanat, du transport et une forte propension industrielle avec la zone industrielle de Sandiara. Il y a également un volet logistique qui prend forme avec le port sec de Sandiara. Au niveau de Sandiara, il y avait de faibles revenus pour les populations. Il y avait de difficiles conditions d'existence pour les femmes. Il y avait un chômage chez les jeunes. Il y avait un taux de scolarisation faible, notamment un déficit de cadres. Il y avait un déficit d'infrastructures sociales de base et une main-d'œuvre, je dirais, pas qualifiée. Il n'y avait pas assez de métiers dans la collectivité. Alors, ayant fait ce diagnostic, ça normalement devait déboucher sur une vision, une stratégie et des actions. Mais ce diagnostic également et les actions que nous voulions entreprendre devaient se faire dans le cadre d'un contexte bien défini. Et ce contexte-là, c'est le contexte d'abord de la communalisation intégrale et universelle. Le président de la République avait décidé d'ériger toutes les communautés rurales en communes et d'élaborer une feuille de route qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Donc c'était le contexte dans lequel donc le maire de Sandiara, Dr Seydou Gueye Diop, a été élu. Il y avait également l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré la communalisation intégrale. Et il y a eu également la loi d'orientation sur les S, qui était également
une aubaine pour la commune de Sandiara. Alors, après avoir fait le diagnostic, alors le maire s'est dit, compte tenu de toutes les contraintes que nous avons identifiées et de ce que nous voulons faire de Sandiara, il faut qu'il y ait un rêve. Et ce rêve-là, c'est la vision. Ce rêve, c'est quoi? C'est faire de Sandiara, à l'horizon 2035, une commune émergente et prospère portée par une population bien éduquée avec un niveau de revenu des ménages élevé, s'appuyant sur un pôle de développement industriel et d'agrobusiness dynamique et intégrer une gestion durable des ressources naturelles et une gouvernance territoriale inclusive. Alors, tout ça a une finalité. C'est-à-dire faire en sorte qu'à Sandiara, qu'il y ait le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Bon, ça c'est la présentation de la zone économique spéciale. Alors donc déjà, pour atteindre ces objectifs, il faut créer un espace de création de richesses. Et cet espace de création de richesses, c'est la zone économique spéciale. Alors, la zone industrielle érigée en zone économique spéciale, qui est la seule d'ailleurs, il faut le souligner, du pays à être conçue et réalisée sous l'égide d'une commune. Alors, cette zone économique spéciale de Sandiara sera administrée par l'APIX. Parce que c'est l'APIX qui est au niveau du Sénégal, l'administrateur des zones économiques spéciales. Mais cette zone économique spéciale sera promue et développée par une agence de développement municipal de Sandiara qui est en gestation. La superficie de la zone, je l'ai rappelé, il est de 100 hectares. Le coût d'aménagement est évalué à 30 milliards de francs CFA. Alors l'aménagement aussi, il y a des pas importants qui sont faits au niveau de l'État. L'État a donné des instructions fermes par la plus haute autorité pour aménager la zone industrielle, la zone économique spéciale de Sandiara. Les modalités de financement de l'aménagement, c'est en PP, avec une forte participation de l'État. L'État déjà a donné l'instruction de débloquer 6 milliards de francs CFA, donc, à mettre dans l'escarcelle pour pouvoir déclencher, n'est-ce pas, cet aménagement. La zone aussi a démarré en 2015. Pardon. Alors, pourquoi investir à Sandiara? Ça, c'est vraiment pour les investisseurs et les industriels qui s'intéressent à la plateforme de Sandiara. Je crois que aussi c'est important pour le marketing territorial. Le projet de zone industrielle ou de ZES de Sandiara s'inscrit dans le cadre du plan Sandiara émergent. C'est un projet qui est en phase avec le référentiel national des politiques publiques. Donc, c'est un projet pertinent. Pourquoi investir à Sandiara? Parce que nous avons également le soutien du gouvernement à travers ses différents ministères, mais également le soutien du grand chef, c'est-à-dire du président de la République. Le président de la République soutient la ZES de Sandiara. Appui, conseil et partenariat avec l'APROSI, l'APIX et le FONSIS. Oui, nous avons également le soutien des différentes agences de l'État qui travaillent dans le domaine. Nous avons également l'atout du passage de l'autoroute Mbour-Kaolack, dont les travaux ont commencé. Nous avons la situation stratégique de la route nationale avec on est à 1 heure de Dakar. On est à moins d'1 heure de Touba. On est à peu près 25 minutes de l'AIBD. On sera peut-être à 50 minutes ou moins du port de Ndayane. On est à moins d'1 heure de Kaolack. Donc vous voyez que le Sandiara est un centre. On n'est pas loin de la côte, petite côte,
On n'est pas loin de Dakar, on n'est pas loin de Kaolack, on n'est pas loin de Touba. Dakar, c'est la première ville du Sénégal en termes de consommateurs. Touba, c'est la deuxième ville en termes de consommateurs. Kaolack, c'est au centre. Vous allez au Burkina, au Mali, au Niger, etc. Vous passez par Kaolack. Donc, Kaolack est un carrefour. Donc, cette position géographique fait que Sandiara peut abriter beaucoup d'infrastructures structurantes qui peuvent permettre le développement, non plus de la commune, mais de toute la région de Thiès. Parce qu'on n'est pas loin de Khombol. Et puis ici, nous avons le port sec ici. On peut tirer les rails de Thiès vers Sandiara. Expliquer ce que c'est qu'un port sec. Ah, ok. Alors, quand le maire a dit qu'il voulait mettre un port ici à Sandiara, les gens se sont dit, mais il n'y a pas de mer à Sandiara, comment le maire pourra-t-il parvenir à mettre en place un port à Sandiara? Mais ce port-là n'est pas un port maritime, c'est un port sec. Un port où il n'y a pas de mer, ni de fleuve, mais un espace, une terre qu'on a aménagée pour recevoir des activités portuaires. Pourquoi on a voulu créer un port sec à Sandiara? D'abord, l'idée nous est venue des camions maliens qui stationnaient ici à Sandiara et qui sont nombreux. 2000 camions par semaine, plus de 100 camions par jour. Ça a fait tilt. Et on s'est dit, pourquoi les camions viennent-ils stationner à Sandiara? Alors, on a vite compris que à Dakar, il n'y avait plus d'aire de stationnement pour ces camions. L'aire qui était prévue pour eux était complètement full. Et les camions ont tenté de stationner dans différentes communes, mais elles ont été mal reçues. Et finalement, ils ont choisi Sandiara. Quand ils ont choisi Sandiara, l'autorité administrative de l'époque a voulu les chasser, mais le maire s'y est opposé. Pourquoi? Parce qu'il a dit que les camions, c'est une économie. Chaque camion a au moins 3 personnes. Et chaque personne qui reste à Sandiara pendant un jour dépense au moins 1000 francs. Ça fait 2000 francs par personne, 2000 francs par camion. Et si nous avons 100 camions, vous voyez ce que ça représente. Et c'est une demande pour les boutiques, pour les restaurants et pour tous les vendeurs de services. Ne serait-ce que ça, c'est important. Et il y a pour la commune aussi le droit de stationnement que chaque camion doit payer. Mais on est allé plus loin. On a dit, mais ces camions-là, qu'est-ce qu'ils vont chercher à Dakar? C'est des marchandises. Ces marchandises, ils les prennent où? Au port. Et le maire s'est dit, est-ce que nous ne pourrions pas, en relation avec les EMAS, les établissements, comment ça s'appelle, hein? Les entrepôts maliens du Sénégal, essayer de déplacer l'activité portuaire de Dakar vers Sandiara. On a discuté et ils ont été enthousiastes par l'idée parce qu'ils disaient qu'il leur faisait économiser au moins 100 km. Si on amenait les conteneurs et les différentes marchandises qui sont chargées du port vers Bamako, si cette activité est ramenée à Sandiara, les camions gagnaient 100 km déjà. Hein? Du temps parce que, et des aires de stationnement. Et c'est ça, c'est là, de là où est venue l'idée de mettre en place le port sec. Au niveau de la zone économique spéciale, les taxes que l'État percevait ainsi que les impôts seront allégés, voire exonérés.
exonéré, c'est un impôt qui est dû normalement, mais pour lequel l'État a donné l'État a donné, comment ça s'appelle? L'État a permis à celui qui doit le payer de ne pas le faire. L'État a dispensé le contribuable de payer l'impôt par exonération. L'impôt est dû, normalement quérable, mais l'État prend la décision d'accorder au contribuable la possibilité de ne pas payer cet impôt. C'est ça l'exonération. Franchise, c'est vous devez normalement payer, mais une disposition de la loi vous permet de ne pas payer. Et pour les impôts, l'impôt IS, impôt sur les salaires, et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ça c'est des impôts qui ne sont pas exonérés, mais réduits de 30 à 15%. Ceci pour permettre aux entreprises vraiment de pouvoir souffler, parce que l'impôt est une charge. Alors, ça c'est les entreprises qui sont en activité ici. Alors c'est Finish Profile qui est la première entreprise qui est implantée ici en 2015. Et avant 2015, déjà, elle était en 2014 en négociation d'implantation. C'est une société anonyme. Il vient de la Hollande. Son investissement, c'est 1 milliard. Production industrielle, commerce, import, export, transport, bâtiments, travaux publics, études, réalisation de projets. Alors, OC10 Export, c'est une société à responsabilité limitée. Pays d'origine France, montant 500 millions, fabrication de produits et matériels pour le traitement de l'eau. C'est-à-dire, c'est les piscines, quoi. Le directeur général est un ressortissant de Sandiara. Donc, formé au lycée technique, lycée Fantôme de Sandiara. OC10 travaille maintenant avec 20 personnes. 2016, date de démarrage. Belle-Mille. Belle-Mille, c'est une autre entreprise qui est adossée à Omega Pélagique, pays d'origine Maroc. Montant des investissements 4 milliards. Production de farine et huile de poisson. Ça, ils le font déjà. 124 employés. Date de démarrage des activités 2018. Taux d'exportation 95%. Farine de poisson, huile de poisson. Zalar Holding, 4 usines. Alors, c'est une société anonyme. Le pays d'origine, c'est le Maroc. Le montant des investissements, 18 milliards. L'objectif, activité avicole, nutrition animale, accouvage, abattage, charcuterie. Donc vous êtes là aujourd'hui dans OC10 Export, c'est une société française de Lyon qui est spécialisée dans le traitement des eaux de piscine. Donc on fait le reconditionnement et la formulation des produits à base de chlore. Donc c'est une société qui a été construite en 2016 et opérationnelle depuis 2017 avec un coût de après 800 millions de 1 milliard d'investissement. Depuis 2017, on est opérationnel. Nous importons à presque 90% et nous exportons à 95%.
Parce qu'ici au Sénégal, c'est une société qui est destinée presque à l'export. On importe des produits, on les reconditionne dans des seaux, dans des bidons. Ensuite, on exporte vers une quinzaine de pays en Afrique, une vingtaine d'employés. Ça, ce n'est que la première phase donc, pour le recrutement. Et d'ici 2023, on va agrandir de l'autre côté et bien sûr augmenter le nombre d'emplois. On va travailler dans la production, dans la vente de sel. Vous savez qu'ici au Sénégal, il n'y a pas une seule société donc, qui pastille le sel. Tout vient donc de l'Europe. Pourtant, vous venez du Sud et du Saloum. Vous savez, il y a beaucoup de sel à Fatick. Donc on va acheter du sel à partir de là-bas. Nous allons pastiller là pour ensuite exporter. First of all, I would like to introduce myself. I am Yash Gajera from India, and we have set up over here the battery manufacturing industry, for the one and only industry in the whole West Africa. We are the first one to launch the battery manufacturing. We take the used batteries and we recycle that. So we will use that for making the new batteries. For all the car batteries, solar battery, auto battery, moto batteries, all types of battery, Mamadou. Ok, il s'appelle Yas, il vient d'Inde. Il a dit qu'il est ravi de vous rencontrer et que Solance Industries est la première société de batterie en Afrique de l'Ouest. Ils sont dans tous les types de batteries, que ce soit solaire, moto, voiture et tout. Ils ont the capacity of production. We have installed capacity right now. We have the 30,000 battery per MUA, but which will we have the plant capacity. Installed capacity is up to, we can produce up to 1 million battery per MUA, but we will increase that slowly. Ok, il a dit qu'ils ont une capacité de 30 000 batteries le mois, mais leur objectif c'est d'aller à 1 million de batteries le mois. Ben, ils vont partir avec un planning. Step by step. Right now we have started covering the market of Senegal, Guinea-Bissau, Gambia. We export everywhere, but when we cover all the area of West Africa, we will reach the 1 million batteries per mois. Ok, maintenant ils sont en phase de pénétration. Ils sont déjà au Sénégal. Leur cible aussi c'est la Guinée-Bissau. Mais dès l'instant qu'ils parviennent à couvrir l'Afrique de l'Ouest, il sera une capacité de production de 2 millions de batteries. Ok. So right now, if you want, we can go over here. Ça sont les batteries de Solance SA. Ils sont tous les types de batteries, que ce soit solaire, batterie de moto, batterie de véhicule. All types of batteries. Ok, tous les types de batteries sont là. Solar battery, everything we produce, right? We start from there, we make the batteries, we convert it into clone, we make the dry battery, we fill by acid, we make the charging over there. Ok. Step by step, we come from here and we make the final product over here. Il dit que le cycle compte 14 opérateurs. Et tous ces opérateurs-là sont des jeunes qui sont soit de la localité ou bien au niveau national. Il y a plus de 150 qui sont déjà là. Après avoir construit le lycée général, le président de la République avait demandé au maire à l'époque qu'est-ce que tu voulais. Il voulait construire une université et le maire l'a dit, j'avais une école de métier. Et cette école de métier, c'est ce lycée technique. C'est un lycée bâti sur 35 hectares avec 4 départements et 13 corps de métier. La particularité de ce lycée, c'est la formation duale, école, entreprise. Les élèves qui seront dans ce lycée
vont faire une journée à l'école et 4 jours à l'hygiène. Et dans les clauses qu'on a signées avec les sociétés qui sont au niveau de la zone industrielle, chaque société va prendre 10 élèves de ce lycée et les former. C'est ce qu'on peut dire. L'investissement de ce lycée, ça tourne autour de 10 milliards. C'est sur 65 bâtiments. La capacité d'accueil aussi, c'est 5000 élèves. Pour ce de Sandiara, mais c'est tout juste la première phase. Parce que nous ne voulions pas à ce que les camionneurs quittent Sandiara. Au début, il était tout juste à l'entrée, il y a le sous-préfet qui voulait les sachets de la commune. Et le maire, un jour, nous a dit d'aller voir c'est combien de camions. Et que lorsqu'on a su comprendre qu'il y avait au minimum une centaine de camions, le maire nous a dit que chaque camion a combien de personnes au moins, on l'a dit 3. Et coûte que coûte, il a fait 100 fois 3. C'est 300 personnes. Il a dit que si 300 personnes sont chaque jour dans ma commune, il prend le repas dans la commune, achète du crédit et de l'eau, ça va booster l'économie locale. Maintenant, il faut voir comment aménager ces gens. C'est ce qui a poussé la création du port sec de Sandiara. Maintenant, on a signé une convention avec l'EMAS, Entrepôt malien du Sénégal, le COSEC, le port autonome de Dakar et Petrosen SA. Pour aménager la zone, déjà le financement est acquis. On a une délibération de 20 hectares pour carrément lancer la zone, le port sec de Sandiara. Il y a une autre société qui nous vient de Maroc, Office Syrien des Phosphates, OCP. Ils sont dans les engrais et que la majeure partie des camionneurs maliens transportent l'anglais. C'est ce qui nous a poussé aussi à signer une convention avec Toguna et cette société a déjà son permis de construire. En dehors du port sec de Sandiara, on va construire la gare des gros porteurs aussi, tout juste à côté. Là, la gare routière de Sandiara, c'est aussi sur 10 hectares. Mais aussi le foirail de Sandiara. Et le foirail de Sandiara est particulier parce que c'est un foirail qui a un financement de combien de milliards encore? 7 milliards. Et vous allez me dire comment on peut prendre 7 milliards pour construire un foirail. C'est un projet très ambitieux. J'ai oublié même de vous présenter le programme aussi. On a signé une convention avec la Caisse de dépôt et de consignation pour lancer officiellement les travaux en mars. La construction du foirail. C'est un foirail moderne qui n'existe pas dans ce pays, là où les animaux ne seront pas sous le soleil, mais aussi il y aura un marché de poissonnerie, de viande, de vétérinaire, fruits et légumes, mais aussi le foirail sera alimenté à biogaz. Tout sera naturel, quoi. C'est l'idée qu'on a. Déjà, on a 10 hectares qu'on a réservés pour ça. Et la partie qui est tout juste derrière la nouvelle mairie, maintenant, c'est l'actuel foirail. On va le délocaliser ici et faire de là-bas le cœur de ville de Sandiara. On a déjà signé une convention aussi avec Serigne Mboup pour copier son modèle qui est déjà à Kaolack. Et on va l'amener ici en grosso modo, c'est ça.